Hello, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, je ne suis pas toute seule dans cet épisode parce que on va parler d'endométriose et qui de mieux placé que l'association EndoFrance pour te parler d'endométriose. Eh bien voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter Yasmine qui est la présidente de l'association. Bonjour Yasmine. Bonjour Mia, Merci infiniment en tout cas de me rejoindre pour cet épisode de podcast un petit peu spécial. Je suis vraiment ravie que tu sois avec nous aujourd'hui. avec plaisir, merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'endométriose, mais je ne sais pas si toutes les personnes qui nous écoutent connaissent l'association EndoFrance et je trouverais sympa de pouvoir leur en parler, leur en toucher un mot. Alors, EndoFrance, c'est une association qui a 23 ans maintenant d'existence et qui est animée par des bénévoles, uniquement des bénévoles. Nous sommes 120 répartis sur toute la France, y compris à La Réunion, à la Martinique et en Corse. Nous avons trois missions principales: soutenir, informer, agir. Donc, on va soutenir les personnes atteintes d'endométriose, leur entourage, et on va agir avec les professionnels de santé et les pouvoirs publics pour améliorer le parcours de soins. Et on va bien sûr informer le public sur la maladie. Agir pour améliorer le parcours de soins, très concrètement, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, où on a travaillé avec les pouvoirs publics, les équipes ministérielles, les professionnels de santé et médecins, les associations, pour élaborer une stratégie qui fait de l'endométriose un enjeu de santé publique. Et cette stratégie a été annoncée en janvier 2022 par le président de la République. Nous avons, parmi pour nos missions soutenir et informer, nous avons euh, comme objectif d'organiser des actions pour les personnes atteintes. Donc, on va organiser par exemple des rencontres amicales pour leur offrir un espace de parole pour échanger sur le vécu avec la maladie. On va organiser des tables rondes avec des professionnels de santé sur un thème précis, par exemple la gestion de la douleur au quotidien. On va faire intervenir des ostéopathes, des kinés, des sophrologues, des diététiciens, voilà, pour essayer d'apporter un confort dans la qualité de vie avec la maladie. Et puis, on va organiser des conférences médicales avec des médecins spécialisés en endométriose qui vont parler de la prise en charge. Et tout ça, c'est ouvert au public. Pour te donner une idée du volume d'action que l'on mène chaque année, en 2023, on en a réalisé presque 700 partout en France, en présentiel ou en visio, et on a répondu à près de 30 000 mails. On nous contacte essentiellement par mail, ou alors bien sûr à l'occasion des rendez-vous que l'on donne, mais essentiellement par mail. Et 30 000 mails, bah, c'est juste énorme. Ça montre à quel point, effectivement, il y a un besoin d'information et de communication autour de cette pathologie. Et surtout, bah, on n'est que bénévoles. Donc, c'est vrai que ça nous demande beaucoup, beaucoup de temps, mais on s'investit parce que bah, c'est nécessaire. C'est nécessaire d'informer le public. Et pour aller plus loin sur cette mission d'information aussi, on a publié 2 livres qui sont Idées reçues sur l'endométriose, dont la troisième édition va paraître ce mercredi, et puis l'endométriose de Clara. L'endométriose de Clara, c'est un format bande dessinée qui vise avant tout à expliquer la maladie aux 15-25 ans, mais qui offre vraiment une double lecture. On se rend compte que c'est un ouvrage qui va être facile d'accès, qui va aborder toutes les explications sur la maladie, le vivre avec, etc. Mais c'est facile d'accès pour l'entourage. C'est difficile de parler de l'endométriose à l'entourage. Et enfin, beaucoup de femmes nous ont dit, j'ai pu expliquer à mon conjoint, j'ai pu expliquer à mes enfants, à ma famille, quelle était cette maladie dont je souffrais. Voilà. Et puis, dernier point de nos missions, c'est aussi soutenir la recherche. Et depuis 2016, grâce à nos donateurs, nous avons versé plus de 375 000 euros à différentes équipes médicales qui travaillent sur la recherche afin de pouvoir comprendre les origines de l'endométriose, mais aussi de faire de la recherche clinique pour essayer d'améliorer justement le quotidien avec la maladie. Voilà vraiment très brièvement qui est EndoFrance. Et puis, ah, ben, j'ai J'adore. oublié, pardon, j'ai quand même oublié l'important, c'est qu'on a un parrain et une marraine. Notre marraine, c'est Laetitia Milo,
Et puis, alors grâce à elle, on a pu vraiment communiquer et médiatiser largement l'endométriose, puisqu'elle nous a offert aussi des spots de sensibilisation qui ont été diffusés sur TF1 notamment. Et puis, elle a fait un très beau documentaire sur son histoire avec la maladie, dans laquelle elle donne la parole à d'autres femmes pour montrer toutes les formes possibles et tous les impacts possibles de l'endométriose sur le quotidien. Et puis, notre parrain, c'est Thomas Ramos, donc le joueur de rugby, qui lui est là pour porter la voix des conjoints. Il soutient bien sûr sa femme atteinte d'endométriose et vraiment il veut donner une voix aux accompagnants et aux accompagnantes parce que bah, c'est vrai que c'est une maladie de couple, une maladie qui se partage malheureusement, qui prend beaucoup de place. Voilà. Alors j'adore parce qu'effectivement, comme tu le soulignes, c'est une pathologie de couple. Et souvent, alors même si, alors bon, on va pas se mentir, aujourd'hui l'endométriose met encore très longtemps avant d'être diagnostiquée. Ça s'améliore, on progresse, mais c'est vrai que voilà, ça met encore trop de temps. Et souvent, on s'en aperçoit à partir du moment où on est en essai bébé, hein, on essaye de concevoir un enfant, et puis finalement, le temps passe, ça ne vient pas. On commence à faire des liens aussi avec tout ce qu'on a pu ressentir et parfois dire depuis longtemps. Le fait d'avoir des douleurs menstruelles, d'avoir des douleurs lors de rapports sexuels, etc. Et puis finalement, parfois, on met on pose un diagnostic, parfois ça met encore un peu de temps avant d'être fait. Et donc, c'est vrai que c'est super important de parler aussi du rôle des conjoints parce que ben, ça se vit à deux. Euh, Globalement, de manière générale, on peut considérer plus ou moins qu'une femme sur deux qui est confrontée à l'endométriose, qui en est atteinte, a des difficultés pour avoir un enfant. Oui, en fait, les derniers chiffres qu'on a, peut-être, enfin, on n'a pas eu depuis longtemps de grandes études épidémiologiques pour pouvoir avoir des chiffres précis sur l'endométriose. On dit que c'est une personne menstruée sur 10, mais ça se trouve, c'est deux ou trois. Ouais. On ne sait toujours pas, tu vois. Mais effectivement, on dit que pour l'infertilité, 40% des cas d'infertilité sont dus à l'endométriose, Ouais. qui reste bien sûr très important. Tout à fait, ça reste une des formes, comment dire, une des pathologies en tout cas les plus importantes en matière de fertilité avec le syndrome des ovaires polykystiques, hein, qui est aussi une pathologie hyper fréquente et qui peut aussi être cumulative. Hein, voilà, Oui. parfois on tire le gros lot et ça a été mon cas aussi, hein, d'avoir et du SOPK et de l'endométriose. Donc voilà, c'est pas incompatible, on peut très bien avoir les deux malheureusement. Euh, Ici, c'est vrai que je trouve, en tout cas, moi, ce que j'adore dans la démarche, c'est que, bon, notamment à travers cette BD qui, bon, c'est un peu, les bandes dessinées, c'est de 7 à 77 ans, hein. Moi, je pars du principe que, tu vois, et je trouve ça Tout à génial fait. parce que ça permet d'ouvrir la parole, d'expliquer, et en plus en images. Et tu vois, ce que je trouve fantastique, c'est que derrière ça, il y a un côté très éducatif. Moi, il y a un projet qui m'a beaucoup, en tout cas, touchée. Je ne sais pas si c'est uniquement un projet, mais c'est vraiment un principe. C'est en réalité le principe de d'éducation thérapeutique. Moi, c'est quelque chose qui me tient, tu sais, véritablement à cœur que les femmes puissent comprendre leur fertilité. Pareil pour les hommes, évidemment. Mais tu vois, qui est vraiment un rôle à jouer. Je sais que vous avez mené des projets sur le sujet, notamment avec l'hôpital de Montpellier. Mhm. Il y a eu des actions qui ont été menées à Nîmes. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot sur le pourquoi finalement ce principe d'éducation thérapeutique? Mais c'est vrai que l'éducation thérapeutique, on la rencontre souvent sur des pathologies chroniques comme le diabète, etc. Et à l'époque, c'était en 2016, on s'est questionné en se disant, mais l'endométriose, finalement, c'est une maladie qu'on va vivre au quotidien, puisqu'elle va se manifester sur le long terme et au quotidien. Et ben, il faut pouvoir mettre en place des outils. Et on s'est rendu compte que déjà, de bien comprendre la pathologie et sa prise en charge et bah, effectivement s'informer permettait de devenir actrice de sa maladie, c'est-à-dire mettre en place des choses qui vont nous aider à améliorer le confort de vie. Et on s'est aussi rendu compte que bah, ça a amené une forme d'acceptation. Il y a un avant, un après l'endométriose. Et avoir ces ateliers d'éducation thérapeutique amenait une forme d'acceptation qui ouvrait le champ des possibles, qui amenait la personne qui suivait ces ateliers à pouvoir repenser une vie
malgré l'endométriose. Et c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on s'est dit, mais finalement, l'endométriose, comme c'est une maladie qu'on ne guérit pas, ben, il faut apprendre à vivre avec de toute façon, quelle que soit la forme que l'on peut avoir. Et on trouvait que l'éducation thérapeutique était totalement adaptée à cela. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée, avec le CHU de Montpellier, avec nous avions à l'époque une patiente experte euh, diplômée qui avait cette envie de mettre ça en place. Et c'est comme ça que le tout premier programme dédié à l'endométriose, le tout premier programme d'éducation thérapeutique, est né en 2016 et que plusieurs centaines de femmes l'ont suivi et en sont satisfaites. J'adore parce que tu vois, ça met vraiment en avant aussi l'importance finalement d'une prise en charge globale parce que moi, ce que je leur dis toujours, hein, et les filles, si vous m'écoutez, vous savez, mais je vous dis toujours, c'est agir pour ne plus subir. Et en fait, quand on ne sait pas, quand on n'a pas l'info, eh bien, on subit. On subit sa Mm. pathologie, on subit son parcours, on subit énormément de choses. Alors qu'en fait, Oui. quand on est informé, quand on a l'info, quand on sait, ça change tout et on peut mettre tellement de choses en place aussi de son côté pour augmenter et pour avancer main dans la main finalement avec l'équipe médicale aussi quand on est suivi. Exactement. C'est vraiment ça, c'est cette notion d'acceptation dont je parlais. Comprendre, ça amène à accepter et ça amène à trouver des pistes. Voilà. Et ça, c'est important, surtout avec une pathologie comme l'endométriose, ou l'adénomiose d'ailleurs, qui est une forme d'endométriose. Oui, exactement. Alors, on peut peut-être rappeler la différence entre les deux, parce que c'est vrai que parmi celles qui nous écoutent, je ne sais pas, il y a des personnes qui sont évidemment déjà diagnostiquées, il y en a d'autres qui se posent peut-être des questions. On peut peut-être rappeler la différence entre l'adénomiose et l'endométriose. On va dire que l'adénomiose, c'est la petite sœur. Ouais, c'est à peu près ça, effectivement. Alors, je vais peut-être déjà redéfinir l'endométriose. En fait, l'endométriose tire son nom de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus, la cavité utérine. Et cet endomètre, il est amené à gonfler dans le but d'accueillir un embryon. S'il n'y a pas de fécondation, cette muqueuse ne sert à rien, donc elle va se détacher et c'est ce qui va donner les règles. Et en fait, on va parler d'endométriose quand on va retrouver ailleurs que dans la cavité utérine des cellules semblables à cet endomètre qui vont se greffer sur les organes. Alors, ça peut être derrière l'utérus, sur les ovaires, les trompes, mais ça peut être sur la vessie, sur le vagin, sur le rectum, ça peut remonter jusqu'au diaphragme. Et la particularité de ces lésions, de ces cellules, pardon, c'est que chaque mois, elles aussi, elles vont entendre le message emmenées par les ovaires qui dit c'est l'heure de saigner. Et elles vont se mettre à saigner. Ça va créer des micro-hémorragies. Et au fur et à mesure des cycles, ces micro-hémorragies vont former des lésions sur les organes sur lesquels elles sont greffées. Ça va former des kystes, des nodules, des adhérences qui vont emprisonner les organes, les faire se coller entre eux. Ça va être totalement figé alors que les organes sont faits pour être mobiles dans le ventre. C'est ça qui va créer des douleurs, de l'inflammation, des troubles associés en fonction de la localisation et qui va gêner et altérer la qualité de vie. Et, euh, et l'adénomiose, pardon, eh bien, c'est quand euh, cette pardon, je la refais, je sais que tu vas couper. Et l'adénomiose, en fait, comme tu disais, c'est la petite sœur de l'endométriose, c'est une forme d'endométriose. Alors, il y a trois formes d'endométriose plus l'adénomiose. La première forme d'endométriose, c'est l'endométriose superficielle, c'est-à-dire que les lésions vont se poser sur le péritoine étant la membrane qui entoure nos organes dans le ventre. Donc, on appelle ça l'endométriose superficielle ou péritonéale. Et il y a aussi l'endométriose profonde. Là, cette fois, on est en dessous du péritoine et les lésions, elles infiltrent les organes, ça veut dire qu'elles vont rentrer, par exemple, dans la vessie, dans le rectum, à plus de 5 millimètres. Là, on parle d'endométriose profonde. Et il y a l'endométriome, qui est le kyste d'endométriose sur les ovaires. Et ça va provoquer différents symptômes, effectivement. Et puis, il y a l'adénomiose, donc, où là, les lésions vont se développer à l'intérieur du muscle utérin lui-même. C'est-à-dire que au lieu d'être en dehors de l'utérus, elles sont vraiment, non pas dans la cavité utérine, mais dans le muscle lui-même, dans le muscle utérin, qu'on appelle aussi le myomètre. Et ça, c'est une forme d'endométriose qui peut être aussi douloureuse, qui va générer des hémorragies, des règles
très abondantes et très longues, hein, qui peuvent durer 8-10 jours, avec des douleurs, et un utérus qui va être volumineux, globuleux, et qui peut engendrer effectivement beaucoup de douleurs. Exactement, donc c'est vraiment la distinction alors tu as précisé ce sont des cellules similaires à celles qu'il y a dans l'endomètre. J'entends beaucoup hein, que ce sont comment dire les cellules de l'endomètre qui s'évacuent. Non, ce sont vraiment des cellules qui sont similaires à celles de l'endomètre et qui vont migrer à différents endroits. Et j'aime rappeler que effectivement ça peut bouger et ça peut bouger loin. Alors ça peut être effectivement comme tu l'as précisé à l'instant sur des organes qui sont vraiment juste à proximité, mais ça peut aussi aller un peu plus loin. Et d'où aussi la difficulté de relier parfois certains symptômes, parce qu'on peut avoir mal ailleurs. Et on n'a pas l'impression forcément que ce soit ça ou que ce soit lié directement, parce que les douleurs de l'endométriose, oui, elles peuvent avoir lieu pendant les règles, mais elles peuvent aussi avoir lieu en dehors. Et ça vraiment Exactement. dépend d'une femme à l'autre. Et j'ai envie de dire que le niveau, ou en tout cas l'intensité des lésions, n'est pas toujours proportionnelle à la douleur. Ça veut Mm. dire que parfois, on peut avoir une endométriose qui est légère, mais avoir des douleurs qui sont très très fortes, et vice-versa. Des femmes chez qui on diagnostique de l'endométriose, alors que finalement, il n'y avait pas énormément de douleurs liées à ça. Oui, tout à fait. Il y a aucune corrélation entre la forme d'endométriose et la douleur que l'on peut ressentir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le petit bassin est très innervé, et dès qu'une lésion est proche d'un nerf, ah bah, ça va envoyer des messages douloureux assez importants que le cerveau va gérer comme il peut. Donc, effectivement, aucune corrélation entre la forme d'endométriose, la localisation et le niveau de douleur pressenti. Et il y a d'ailleurs des endométrioses qu'on va découvrir par hasard, comme tu le disais tout à l'heure, au moment d'un bilan de fertilité, alors que ça n'a jamais déclenché de douleur insupportable par ailleurs. Donc, effectivement, il y a une grande inconnue là-dessus. Il y a une autre grande inconnue, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il y a plusieurs théories qui expliquent l'endométriose, mais ce que disent les médecins, c'est que la plus communément admise, c'est effectivement celle du reflux et de l'implantation. Euh, et là, il se pourrait que ce soit finalement des cellules d'endomètre qui vont aller se greffer ailleurs. Mais il y a d'autres théories, par exemple celle des cellules souches, qui s'explique par le fait que pendant la formation des cellules, bah, les cellules femelles se divisent, etc. Et puis il y a des petits morceaux de ce qui sera l'endomètre plus tard qui se développent à un endroit où elles ne devraient pas être. Et au moment de la puberté, au moment où les ovaires donnent les messages hormonaux, bah, ces cellules vont se réveiller. Et là, il n'y a pas encore eu de reflux puisque c'est avec, il n'y a pas eu de règles encore, etc. Et donc, ça, c'est une autre théorie qui expliquerait l'endométriose. Et là, ce serait des cellules semblables à l'endométriose. Ce qu'on ne sait pas dire aujourd'hui, c'est quelle est l'origine, mais probablement que chez une seule et même personne, ben, il y aurait plusieurs théories qui pourraient entrer en jeu selon la localisation des lésions. Et ce qui est certain, c'est que, tu l'as très bien dit, il- les douleurs liées à l'endométriose, elles vont commencer au début avec les règles. On dit que c'est une maladie qui débute avec les règles. Au début, on a très mal pendant les premiers jours de règles. Quand on n'entend pas la douleur, elle va se chroniciser, et donc on va avoir mal après, pendant tout le cycle, et puis avant, et puis après. Il y a des personnes qui me disent, moi j'ai mal 25 jours par mois. Et voilà, donc c'est cette notion de douleur qui se chronicise, qui fait que ça s'étend tout au long du cycle. Mais au départ, c'est vraiment une maladie qui est liée avec les règles, et c'est pour ça que la question que les médecins vont poser, c'est comment sont vos règles? Est-ce qu'elles sont extrêmement douloureuses? Parce que c'est ça qui va pouvoir faire pointer l'endométriose dans la suspicion du diagnostic. Mais effectivement, comme tu le disais, quand on a une atteinte, par exemple, diaphragmatique, on a mal à l'épaule droite. Alors c'est sûr, quand on va dire à son médecin j'ai mal à l'épaule droite, il ne va pas penser tout de suite à l'endométriose. On va faire des radios, et regarder s'il n'y a rien de cassé, si le muscle va bien, etc. Mais on ne va pas penser à l'endométriose tout de suite. Et c'est là qu'il faut ramener à les symptômes, ils sont amplifiés pendant les règles. Donc les règles, ça reste quand même le dénominateur commun, si j'ose dire, qui, dans la majorité des cas, va faire penser à l'endométriose si elles sont extrêmement douloureuses. Oui, parce que je rappelle aussi, là, je pense qu'il y a quand même un gros consensus d'un point de vue médical, c'est que on est bien sur des pathologies qui sont inflammatoires. Et donc, il y a énormément de facteurs, évidemment, qui vont
augmenter l'inflammation à certaines périodes, à certains moments de notre vie, en fonction de ce qu'on a pu faire, des activités qu'on a pu pratiquer, l'hygiène de vie, etc., le manque de sommeil ou l'inverse, le fait qu'on ait bien mangé, qu'on ait une alimentation saine, qu'on se soit reposé, etc. Et c'est ce qui fait que bah, il peut y avoir des périodes avec des pics de douleur plus forts que d'autres aussi. Mais c'est important de rappeler, on est bien sur une pathologie qui est inflammatoire et donc de comprendre et d'où, et c'est ça que j'aime l'idée, c'est vraiment l'importance de cette mise en place d'une prise en charge globale finalement, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé le dit bien, la prise en charge de l'endométriose, elle est multimodale. C'est vraiment une alliance thérapeutique entre les traitements médicamenteux, antalgiques, hormonaux, la chirurgie en cas d'échec de traitement, mais aussi tout ce qui va être soins de support, qui va aider à gérer le quotidien, qui va améliorer le quotidien. Euh, Comme l'ostéopathie, la kiné, le sport adapté, l'alimentation, même s'il n'y a pas de preuves scientifiques de l'impact de l'alimentation sur le développement de l'endométriose. En tout cas, on sait que sur l'inflammation, ça peut aider à diminuer les symptômes. Donc voilà, il y a tout ce qui va être relaxation aussi pour apprendre à se détacher de la douleur, la sophrologie, l'hypnose. Tout ça, ça va aider à accompagner les traitements, à accompagner le vivre au quotidien avec la maladie. Et c'est vraiment une alliance thérapeutique entre tout ça qui fera qu'on arrivera à, euh, à vivre au mieux malgré l'endométriose. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que plus on va avoir, et on le voit avec plein d'autres pathologies qui ont une origine inflammatoire, mais plus on va avoir, par exemple, une alimentation qui va être avec comment dire, des aliments qui sont transformés, avec beaucoup de sucre, avec ce genre de choses, plus ça va être compliqué parce que tout ça, ça va augmenter tout le terrain inflammatoire, et donc voilà, ça va venir surcharger, j'ai envie de dire, les récepteurs. Et donc, c'est ce qui fait que ça devient compliqué. Donc, d'où l'importance d'agir ensemble et de se dire que, bah oui, déjà soi-même, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place pour atténuer cette endométriose. Mm. J'en fais partie. Il y a énormément de personnes, d'ailleurs, que j'accompagne, pour qui les symptômes ne sont plus aussi forts, ne sont plus aussi importants. Aujourd'hui, l'endométriose, de temps en temps, mais en général, je le sais, c'est quand j'ai eu fait des excès, par exemple. Mais en dehors de ça, l'endométriose ne me pose plus vraiment de soucis au quotidien, alors que j'ai passé des années pliées en deux. Donc, Mm. ça montre qu'on peut agir et qu'il y a des choses à faire aussi à ce niveau-là. Et je trouve que c'est plutôt vachement encourageant, finalement. Ok, on n'en guérit pas, a priori, pour l'instant, en tout cas, c'est toujours le discours médical, c'est que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas encore de traitement mis sur le marché. Voilà, on n'y a pas encore accès. Peut-être que dans 20 ans, 30 ans, qui sait, il y aura quelque chose. On avance déjà hein, dans le diagnostic, mais voilà, aujourd'hui, c'est encore comme ça. Mais en tout cas, ça reste plutôt encourageant, ça reste positif. C'est qu'il y a des choses à faire pour justement se soulager, vivre avec l'endométriose au quotidien et garder en tête que malgré tout, avec une endométriose, on peut quand même réussir à porter la vie et à devenir maman. Tout à fait, tout à fait. On est vraiment très nombreuses malgré l'endométriose ou l'adénomiose, à avoir pu avoir des enfants. Et c'est vrai que il ne faut pas croire qu'endométriose rime avec infertilité. C'est clair que ça n'est pas le souhait de toutes les femmes que d'avoir des enfants, mais pour celles qui le veulent, il faut qu'elles restent positives là-dessus. Euh, rien n'est écrit. Voilà. Avec l'endométriose, les cas où les médecins disent, bah non, je suis désolée, madame, là, ça ne fonctionnera pas. On va vous programmer une intervention où vous allez entrer en parcours de procréation médicalement assistée. Et au moment où on lance les examens, soit pré-opératoire, soit pré-PMA, eh ben, on découvre qu'il y a une grossesse en cours. Donc voilà, tout ça, ça tient parfois de l'incompréhensible, mais ça arrive. Tout est possible. Moi, je pars du principe que tout Exactement, est possible. Et exactement. je trouve ça génial parce que tu vois, souvent les femmes que j'accompagne qui sont confrontées à l'infertilité ont parfois finalement ce discours et aussi véhiculé par la société et parfois par certains médecins. Et là, ça arrive, mais où on leur a finalement un peu mis dans la tête que ah, il y a de l'endométriose, donc la grossesse, ça va être compliqué. Parfois oui, mais parfois non, en fait. Donc c'est important aussi de se rappeler que tout reste possible et que endométriose n'est pas égale à stérilité. Celles qui souhaitent avoir des enfants, voilà, c'est pas pour autant que on n'y arrivera pas, en fait. Tout reste possible.
Exactement, exactement. Même si l'INSERM a démontré que il y a un pourcentage plus élevé de fausses couches avec l'endométriose ou l'adénomiose ou d'accouchements prématurés, mais voilà, ça reste tout à fait possible et la majorité des femmes qui le souhaitent arrivent à avoir des enfants. Tout à fait, et ça fait le lien avec le fait que ce soit une pathologie inflammatoire. C'est ce qui nécessite une tolérance immunitaire, le temps de, comment dire, du relais finalement de la grossesse par le placenta, puisque au début, on est censé accueillir l'embryon, mais notre corps est censé l'accueillir. Quand il y a une pathologie inflammatoire, c'est compliqué, et c'est ce qui fait que parfois, plus tardivement, bah, on va avoir effectivement certains arrêts de grossesse. C'est lié au côté inflammatoire. En fait, on doit quelque part aboutir à à une sorte de tolérance immunitaire. Et quand on a des pathologies inflammatoires, c'est moins évident. Mais encore une fois, voilà, ça ne veut pas dire que c'est impossible, pas du tout. Donc, c'est plutôt encourageant. Quels sont, Yasmine, quels sont les messages que tu espères transmettre aux femmes qui sont atteintes d'endométriose en ce qui concerne la fertilité? Alors, ça serait déjà, si elles souhaitent avoir des enfants, de ne pas perdre espoir, puisque endométriose ne rime pas avec infertilité et que nous sommes très nombreuses, malgré l'endométriose et l'adénomiose, à avoir eu des enfants. Donc ça, c'est déjà le point le plus important. Endométriose ne rime pas avec infertilité. On a vu très souvent des cas de jeunes femmes nous dire non, mais mon médecin m'a dit que c'était pas possible, il va devoir m'opérer, ou alors bah, je vais entrer en parcours PMA. Et puis au moment où on lance les examens préopératoires ou pré-fécondation in vitro, enfin procréation médicalement assistée, eh bien, la bonne surprise est que une grossesse a démarré. Donc vraiment, il ne faut pas perdre espoir, tout peut arriver. Bien sûr, il y a des cas où malheureusement c'est difficile, voire impossible, mais la grande majorité des cas, ça fonctionne malgré cette maladie. Ce qu'on sait aujourd'hui quand même, l'INSERM l'a mis en avant, c'est que des fausses couches ou des accouchements prématurés sont possibles enfin, à cause de l'endométriose ou de l'adénomiose, les difficultés d'implantation, etc. Mais pour autant, ça ne pose enfin, ça ne pose pas de problème dans la majorité des cas. Les grossesses se passent bien. Il y a même une certaine accalmie des douleurs pour beaucoup euh, pendant la grossesse. Alors, il ne faut pas croire que la grossesse guérit l'endométriose, hein. C'est une mise Oui, en sommeil puisque, c'est une voilà, idée souvent reçue, hein. Si on dit à exactement. tomber enceinte, ça ira mieux, ça va guérir, entre guillemets, l'endométriose, mais ce n'est absolument pas le cas, évidemment. Pas Ben du tout. non. Quand on y pense, en fait, la grossesse, c'est le traitement idéal, entre guillemets, pour l'endométriose, puisqu'il n'y a plus d'hormones, plus de règles, plus de saignement des lésions. Elles finissent par sécher un petit peu, si j'ose dire, en caricaturant. Mais très souvent, avec le retour de couche, bah, c'est le retour des douleurs importantes. Et dans la majorité des cas, ça se passe comme ça. Donc voilà, les idées reçues, non, on est d'accord que la grossesse ne guérit pas, même Ah si non, effectivement, pendant cette période-là, c'est plus confort, puisqu'elles sont un petit peu en sommeil quelque part, donc voilà, mais c'est vrai que ça revient évidemment juste après. Mais ok, donc en fait, tout reste possible, et que encore une fois, endométriose ne veut pas dire stérilité. Il y a énormément de femmes qui y arrivent, donc garder espoir, ça c'est vraiment exact. le maître mot finalement de ce que je retiens de ce que tu as dit en tout cas. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est le message qu'a voulu porter notre marraine Laetitia Milo et dans son documentaire et dans son ouvrage Le bébé c'est pour quand. Enfin, surtout dans son documentaire, puisqu'on apprend à la fin du tournage qu'elle a sa petite fille. Mais parce elle a essayé pendant 10 ans et les médecins lui disaient que ça serait impossible et elle a jamais lâché finalement. Et voilà, elle a réussi. Et souvent, ça tient du miracle, mais ça marche. Mais ça marche, exactement. Et finalement, pourquoi pas, hein, après tout. Exactement, Comme je dis exactement. toujours, on vit sur une planète bleue qui est à moitié en lévitation, qui tourne, dont finalement les marées sont régies aussi par la Lune. Enfin, donc je me dis finalement, pourquoi pas, finalement, les miracles, tout est Exactement. possible. Exactement. Exactement. J'adore, j'adore, j'adore. Excellent.
Quel conseil tu aurais envie de donner à ces femmes qui sont atteintes d'endométriose et confrontées, en tout cas, à l'infertilité momentanément? Mais voilà, quel conseil tu aurais envie de leur donner? Alors peut-être aussi de mettre toutes les chances de leur côté, d'abord en rencontrant des professionnels formés sur la maladie, compétents, qui vont déjà pouvoir proposer une prise en charge adaptée, mais aussi en essayant de voir différents professionnels qui peuvent aider à préparer le corps pour la conception, par exemple. Alors, on peut y travailler euh, en sophrologie, en hypnose, mais on peut faire appel à un ostéopathe, on peut faire de l'acupuncture, on peut effectivement, alors, il n'y a aucune preuve scientifique là-dessus, mais il y a certains régimes qui favoriseraient les grossesses. Enfin, voilà, l'idée en tout cas, c'est de se faire accompagner de professionnels et surtout pas de thérapeutes charlatans. Hein. Il faut faire attention à ne pas, parce qu'il y en a beaucoup, hein, faire très très attention à ça. Mais un ostéopathe va aider peut-être à replacer le bassin correctement, va supprimer, va redonner de la mobilité aux organes qui peuvent favoriser la conception. Une sage-femme va regarder si le périnée va bien. Enfin voilà, l'acupuncture aussi pour refaire circuler les énergies dans les méridiens, tout ça, ça peut totalement aider. Et ce sont d'ailleurs des pratiques qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé. Donc, il faut essayer de mettre toutes les chances de son côté et puis être dans un état d'esprit positif. Exactement, parce que ça va améliorer finalement, hein, ça va apaiser tout ce côté état inflammatoire, ça va améliorer finalement la manière dont on se sent, et l'un a toujours des répercussions sur l'autre, évidemment. Quand on se sent bien, ça a des répercussions très positives sur le fonctionnement de l'organisme, et vice-versa, évidemment. Hein. Donc c'est vraiment important, quand je veux dire, quand on se sent physiquement bien, et ça joue aussi sur le moral, ça fait que ça va mieux. Donc parfois quand on a du mal avec l'un ou l'autre, eh bien on essaye d'agir sur l'un ou l'autre selon ce qui est à notre disposition, mais c'est vraiment de garder en tête que tout a des répercussions, tout est lié. Et j'adore, voilà, l'exemple aussi de se dire, ben oui, parfois dans certains cas, il faut aller creuser un petit peu plus loin, aller voir, parce que certains symptômes qui pourraient paraître éloignés, ben, ne sont en réalité pas si éloignés que ça, ont parfois une origine commune. Mm. Et donc s'entourer de professionnels qui vont aller chercher, qui vont aller diagnostiquer et ne pas s'arrêter parfois au premier message, au premier discours, mais de continuer à aller creuser. On est sur une piste, hein, les médecins commencent de plus en plus à se former sur le sujet. Voilà, je sens quand même qu'il y a un mouvement positif qui se met en place autour de l'endométriose, même si je rappelle que c'est enseigné que depuis 2020 à la fac de médecine, mais il commence à y avoir de plus en plus de cursus, de formation, voilà, de formation professionnelle, j'ai envie de dire, une fois qu'on est médecin, auquel on peut souscrire. Et voilà, je reste encore très optimiste pour la suite et je me dis que on est à l'aube d'une nouvelle ère en termes de prise en charge de l'endométriose. C'est en tout cas le message que j'ai envie de faire passer. Exactement. Et tu vois ce que tu dis là, c'est vraiment ce que je dis aussi, c'est-à-dire que quand le président de la République, en janvier 2022, a annoncé cette stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, je me suis dit, bah, ça y est, EndoFrance a fini son boulot. Ça faisait 20 ans qu'on attendait que les pouvoirs publics s'emparent réellement du sujet. On avait multiplié les rendez-vous, les courriers, etc. Enfin, ça y est. Et donc, OK, on va pouvoir se poser, nous aussi, les bénévoles, et penser à nous. Et en fait, non, parce que voilà, on y est maintenant, mais on est à l'ère zéro. C'est là que tout se construit et tout se met en place. Tu parlais de la formation initiale. Le premier message que l'on a porté au ministère, c'était en 2003. On leur a dit, là, il faut adapter la formation des médecins sur l'endométriose parce qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, il aura fallu attendre septembre 2020 pour que le décret qui annonce l'intégration de l'endométriose dans les études médicales de second cycle paraisse. Ça veut dire qu'il faudra attendre encore quelques années avant que ces médecins aient fini leurs études, mais voilà, on y est. Et comme tu dis, le plus important, et ça, je crois que c'est vraiment le cheval de bataille d'Endo-France depuis sa création, c'est la formation des médecins. Et on a aussi souhaité, à travers la stratégie, qu'il y ait un angle important sur ce sujet avec des dispositifs sur la formation continue des médecins en exercice aujourd'hui euh, pour, euh, pour que voilà, pour qu'ils n'ont pas bénéficié de formation initiale, donc il faut qu'ils se forment aujourd'hui. C'est ça qui va diminuer l'errance médicale. Euh, c'est ça qui fera que plus aucun médecin ne dira, Madame, c'est normal d'avoir mal au ventre pendant les règles.
Plus aucun médecin ne dira oh, l'endométriose, c'est une maladie à la mode. Voilà, tout ça aujourd'hui, c'est plus possible. Quand on voit les conséquences que peut avoir cette pathologie, voilà, il est important que les médecins aient conscience de la difficulté que vivent les personnes qui en sont atteintes. Totalement, totalement. Et c'est pour ça que je te rejoins. On est vraiment à l'ère zéro, c'est-à-dire qu'il y a eu, voilà, on a obtenu pas mal de choses maintenant aujourd'hui. Ok, bah maintenant c'est le temps de la mise en place, hein. Avant, j'ai Voilà, l'impression que c'était la sensibilisation. Maintenant, c'est la mise en place, la concrétisation finalement de ces 20 dernières années, du travail de ces 20 exact. dernières années. C'est exactement ça. Donc, Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. Et ça va prendre encore un petit peu de temps, mais c'est sur la bonne voie, vraiment. c'est ça. Gardons espoir. Moi, voilà, je sens qu'on est à l'aube finalement d'une nouvelle ère en matière de prise en charge, en matière de dépistage. Voilà, il y a ça aussi qui arrive. Donc voilà, plein de jolies nouvelles finalement à l'horizon pour les personnes qui en sont atteintes. Je te remercie en tout cas infiniment, Yasmine, pour ton temps, pour le fait d'avoir accordé quand même ta venue et finalement d'avoir passé plein de messages super positifs aux femmes qui nous accompagnent. Donc merci infiniment pour ça. Merci à toi pour l'invitation. Et avec grand plaisir. Et puis, ben, n'hésitez pas, je mettrai évidemment les coordonnées d'Endo France. Donc, si vous souhaitez contacter l'association, si vous souhaitez les soutenir, eh bien, je mettrai évidemment toutes les coordonnées en dessous de la description de cet épisode de podcast. Donc, si tu es motivé, tu vas trouver, bien évidemment. Je te remercie pour ton écoute et puis ben, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Yasmine. À bientôt. À bientôt. Merci, Mia.